Je m'appelle Diana Hansli. J'ai 27 ans. Lors de la dernière fête de l'Action de grâce, ma mère s'est tenue devant 25 de nos proches et leur a demandé de voter pour savoir si je méritais de rester dans notre famille. Absolument toutes les mains se sont levées contre moi. Je pensais que c'était le pire moment de ma vie. Je me trompais, car 30 secondes laté, la porte d'entrée s'est ouverte et un homme que personne n'avait vu depuis 14 ans est entré avec une mallette. Et ce qu'il y avait à l'intérieur de cette mallette a rendu chaque personne dans cette pièce incapable de regarder ma mère dans les yeux à nouveau. Avant de continuer, si vous finissez par vous sentir concerné par cette histoire, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous le ressentez sincèrement. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais beaucoup le savoir. Maintenant, laissez-moi vous ramener en novembre dernier, le mercredi soir avant la fête de l'Action de grâce, quand j'ai failli décider de ne pas y aller. Je suis assise dans ma voiture dans l'allée de ma mère, le moteur tourne encore, les mains crispées sur le volant à 10h10, comme si j'allais passer un examen de conduite. La maison est éclairée, chaque fenêtre. Je peux voir des ombres bouger derrière les rideaux, et je sais déjà qui est où. Maman dans la cuisine, menant la barque. Papa quelque part au calme avec une bière. Ma sœur Megan dressant la table, parce qu'elle dresse toujours la table. Je devrais entrer. Je sais que je devrais entrer. Mais l'année dernière me pèse sur la poitrine comme une pierre. Lors de la dernière fête de l'Action de grâce, juste entre la dinde et la tarte à la citrouille, ma mère a annoncé à toute la table, le salaire de Diana ne peut probablement même pas couvrir ses propres courses, sans parler de ce qu'elle nous doit. Personne n'a dit un mot. Ni mon père, ni ma sœur, ni un seul oncle, tante ou cousin. Ils ont juste continué à mâcher. Voici ce qui me tue, je suis conseillère d'orientation scolaire. Je suis financièrement indépendante depuis l'âge de 18 ans. J'ai contracté mes propres prêts étudiants. Je paie mon propre loyer, ma propre assurance automobile, absolument tout par moi-même. Je n'ai jamais, pas une seule fois, demandé d'argent à ma famille. Mais ma mère raconte aux gens que je l'ai fait, et ils la croient à chaque fois. Mon téléphone vibre. Un texto de Megan, maman cuisine depuis 5 heures du matin. Ne sois pas en retard. Tu sais comment elle est. Je sais comment elle est. C'est exactement le problème. Je coupe le moteur, j'ouvre la portière. L'air de novembre me pique le visage. Je me dis ce que je me dis toujours, passe juste le repas. Souris. Ne réagis pas. 4 heures, et puis tu seras libre. Je suis à mi-chemin des marches du porche quand j'entends sa voix depuis l'intérieur de la cuisine. Oh, elle s'est finalement montrée cette année. Gérald, mets une assiette de plus. Les moins chères. Je ne sais pas pourquoi cette année semble différente, mais debout sur ce porche, la main sur la poignée de la porte. Quelque chose dans mes tripes me murmure, ce soir ne va pas se passer comme tu le penses. La salle à manger est comble. 25 proches entassés autour d'une table prévue pour 16. Des chaises pliantes supplémentaires sorties du garage. Ma mère siège en bout de table. Elle s'assoit toujours en bout de table, avec mon père, Gérald, à sa droite et ma sœur, Megan, à sa gauche. La reine et sa cour. On me donne la place au bout, près de la porte de la cuisine, à côté de mes petits cousins qui se chamaillent pour un crayon. Maman se lève pour la bénédiction. Elle joint les mains, incline la tête et dit, « Seigneur, nous te remercions pour cette famille. Pour ceux qui portent le poids et ceux que elle marque une pause juste assez longue pour me lancer un regard, que nous portons. Amen. » Quelques personnes s'agitent sur leur siège. Personne ne la reprend. Je saisis ma fourchette et me concentre sur mon assiette, mais je le sens. Quelque chose ne va pas ce soir. Tante Martha évite mon regard. Mon cousin Kyle me regarde, puis détourne les yeux rapidement, comme s'il avait été pris en faute. Oncle Ted et tante Ruth chuchotent à l'autre bout de la table, et quand je lève les yeux, ils s'arrêtent. Je comprends soudain. Ils savent quelque chose que j'ignore. Quoi que ce soit, cela a été discuté avant mon arrivée. J'essaie de ne pas y penser. Je me tourne vers ma cousine Jenna, la fille de l'oncle Robert, l'une des rares personnes ici qui me parle vraiment comme à un être humain. Elle a 25 ans, elle est gentille, et elle semble nerveuse ce soir. Elle ne cesse de jeter des coups d'œil vers la porte d'entrée. Ça va, je murmure. Jenna se penche vers moi.
J'ai failli ne pas venir non plus. Mon père. Il a dit que quelque chose pourrait arriver ce soir. Puis elle s'arrête en plein milieu de sa phrase parce que ma mère nous fixe depuis l'autre bout de la table. Jenna prend son verre d'eau et ne dit plus rien. Oncle Robert. Il n'est pas venu à la fête de l'Action de grâce depuis 14 ans. Pourquoi Jenna mentionnerait-elle son nom maintenant? Ma mère sourit à l'assemblée. J'espère que tout le monde a gardé de la place. Nous avons une petite affaire de famille à discuter après le dessert. Au milieu du dîner, ma mère pose sa fourchette, tamponne ses lèvres avec une serviette et se tourne vers moi avec ce sourire, celui qu'elle utilise quand elle s'apprête à faire couler le sang en public tout en ayant l'air de demander quel temps il fait. Alors, Diana, comment va l'appartement? Tu t'en sors toujours avec ce petit salaire? Un murmure de rires étouffés parcourt la table. Pas des rires méchants et des rires polis, le genre de rire que les gens font quand ils suivent le chef. Je m'en sors bien, maman. Merci. Elle ne s'arrête pas. Elle se tourne vers tante Ruth. Tu sais, j'ai tenu un compte de tout ce que nous avons dépensé pour elle au fil des ans. Elle secoue la tête, lentement et de manière théâtrale. C'est un chiffre assez impressionnant. Un compte tenu. Ces mots me frappent comme de l'eau glacée. Il n'est jamais entendu parler de ça. Il n'y a pas de compte. Il n'y en a jamais eu. Je regarde Mégane. Elle fixe son assiette comme si elle détenait la réponse à l'univers. Je regarde mon père. Il découpe un morceau de dinde, la mâchoire serrée, les yeux baissés. Ils savent. Ils savent déjà ce qui arrive. Et là, j'ai le déclic. Maman n'a pas seulement cuisiné le dîner aujourd'hui. Elle a passé des coups de fil. Elle a eu des conversations. Elle a vu des gens autour d'un café, a murmuré au téléphone, et leur a probablement montré ce qu'elle s'apprête à montrer à toute la pièce. Cette table n'est pas un dîner de la fête de l'Action de grâce, c'est un tribunal. Et je suis entré sans avocat. Maman cherche dans la poche de son cardigan et sort un papier plié. Elle le brandit juste une seconde, ne l'ouvre pas, ne le lit pas puis le range. J'ai les chiffres juste ici, mais nous y reviendrons plus tard. Elle reprend sa fourchette et prend une bouchée de gratin de haricots verts comme si elle ne venait pas de dégoupiller une grenade sous ma chaise. Mes mains commencent à trembler sous la table. Je les plaque à plat contre mes cuisses et je respire. Ce morceau de papier. Je ne sais pas encore ce qu'il contient, mais je sais une chose, ma mère ne bluffe jamais sans public. Il y a un fauteuil vide dans le coin du salon, un fauteuil inclinable en cuir marron craquelé au niveau de la coudoir. Personne ne s'y assoit. Il appartenait à mon grand-père. Grand-mère et grand-père Caldwell sont morts quand j'avais 13 ans. Un accident de voiture sur la route 9. Ils rentraient de l'église un dimanche matin. Un coup de téléphone et ils étaient partis. Tous les deux, juste comme ça. C'étaient les seules personnes dans cette famille qui me donnaient l'impression d'être assez bien. Grand-mère m'appelait notre petite conseillère parce que, même enfant, je m'asseyais sur le porche avec elle et je l'écoutais parler de sa journée. Je ne réparais rien, j'écoutais simplement. Elle me tapotait la main et disait, « Ne laisse personne te rabaisser, Diana. Promets-moi ça. » J'ai promis. Après les funérailles, ma mère a tout pris en charge. Elle était l'exécutrice testamentaire, la maison, les économies, tout ce qu'ils avaient laissé. J'avais 13 ans. Je ne comprenais rien au testament, aux successions ou aux comptes bancaires. Je savais juste qu'un jour, oncle Robert, le frère aîné de ma mère, l'homme qui m'emmenait à la pêche chaque été, a commencé une dispute avec ma mère à la table de la cuisine. Des voix basses mais tranchantes. 2 semaines plus tard, il était parti. Plus de fêtes de l'Action de grâce. Plus de parties de pêche. Plus de cartes d'anniversaire. Maman a dit à tout le monde que Robert était jaloux. Il en voulait plus que sa part, disait-elle. Il a toujours été comme ça. Et tout le monde hochait la tête. Je regarde Jenna de l'autre côté de la table maintenant, la fille de Robert, et je vois les yeux de son père, stable, un peu triste. Elle tape quelque chose sur son téléphone sous la table, protégeant l'écran de sa main. Je me souviens d'un autre détail, un point auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Grand-mère a mentionné une fois un compte d'épargne. Mis de côté pour l'éducation des petits-enfants, avait-elle dit. Après leur mort, maman m'a dit que ce n'était rien, à peine de quoi couvrir les frais des funérailles.
J'avais 13 ans. Je l'ai cru. Le dîner se termine, les assiettes sont empilées, les enfants courent vers le salon familial. Dans le salon, j'entre et je me fige. Les meubles ont été réarrangés. Les chaises sont disposées en un large cercle. La table basse a été poussée sur le côté. Ce n'est pas spontané, elle a préparé cela avant que quiconque n'arrive. Je pense à partir tout de suite. Prendre mon manteau, sortir par la porte d'entrée, rentrer chez moi. Mais je sais ce qui se passe si je le fais. Maman secouera la tête, poussera ce long soupir, se tournera vers l'assemblée et dira « Vous voyez ?» Elle s'enfuit toujours. Elle n'assume jamais ses responsabilités. Et d'ici demain matin, chaque parent présent dans le cercle croira cette version. Ma version n'existera pas parce que je ne serai pas là pour la raconter. But si je reste, je m'assois pour un procès que je n'ai pas accepté. Je pense à Millfield de 8000 habitants. Je travaille à l'école primaire. Les parents me connaissent. Si ma famille me tourne le dos publiquement, les rumeurs me suivront au travail, à l'épicerie, sur chaque trottoir de cette ville. C'est ainsi que fonctionnent les petites villes. L'opinion de votre famille devient l'opinion de tout le monde. Je cherche mon père. Gérald est assis au deuxième rang de chaises, ni devant, ni derrière, tenant une corlight comme si c'était un canot de sauvetage. Il ne me regarde pas. Il ne m'a pas regardé depuis le dîner. Ma mère se tient au centre du cercle, lissant le devant de son chemisier. Elle met ses lunettes de lecture. Elle sort ce morceau de papier plié. Sa voix tremble juste un peu, juste assez. Je sais que c'est difficile, mais je porte ce fardeau seul depuis trop longtemps. Ce soir, j'ai besoin de l'aide de la famille pour prendre une décision. Le tremblement est parfait, répétez. Je l'ai vu faire 100 fois, lors de collectes de fonds à l'église, lors de réunions parents-professeurs, à la banque quand elle avait besoin qu'on lui annule des frais. Ce tremblement est un outil, mais personne d'autre ne le voit. Il voit juste une mère fatiguée demandant de l'aide. Alors que ma mère déplie le papier lentement, comme si elle manipulait quelque chose de sacré, elle dit « J'ai repoussé cela pendant des années, mais Diana doit entendre ceci. Vous devez tous entendre ceci. » Elle commence à lire. Sa voix est assurée, claire, une femme qui livre des faits, pas des accusations. C'est là toute l'astuce. Elle a toujours l'air raisonnable. Premier point, le coût pour élever Diana de sa naissance jusqu'à ses 18 ans. Logement, nourriture, vêtements, frais médicaux. Total ajusté, 112 000 $. Elle lève les yeux pour s'assurer que l'assemblée écoute. C'est le cas. Deuxième point, le soutien financier pour l'université que Diana n'a jamais remboursé. Complément de frais de scolarité, livres, fonds d'urgence. Total, 23 000 $. Ma gorge se serre. Je n'ai pas reçu un centime pour l'université. J'ai contracté des emprunts. J'ai cumulé 2 emplois en deuxième année. Il n'y a eu aucun complément de frais de scolarité. Il n'y a eu aucun fonds d'urgence. Elle plie le papier, regarde la pièce. Cela fait plus de 150 000 $. 150 000 $ que cette famille a investi dans quelqu'un qui n'a jamais dit merci une seule fois. La pièce est silencieuse. Tante Ruth hoche lentement la tête. Oncle Ted croise les bras. Mon cousin Kyle fixe le tapis. J'ouvre la bouche. Maman, ce n'est pas je n'ai jamais. S'il te plaît, laisse-moi finir. Sa main se lève, paume vers l'avant. Mais elle continue de parler. Elle se tourne vers tante Ruth. Te souviens-tu quand j'ai dû vendre le service à thé en argent de maman? C'était pour couvrir les frais dentaires de Diana. Ruth s'en souvient, ou pense s'en souvenir. Je n'ai jamais eu de frais dentaires payés par ma mère. Je suis sous ma propre assurance depuis l'âge de 22 ans. Mais cela n'a pas d'importance. Les gens dans la pièce la croient. Je peux le voir sur leur visage, lèvres pincées, bras croisés, regard qui glisse sur moi comme si j'étais quelque chose de désagréable. Je n'aurai pas mon tour. Je le sais déjà. Ma mère replie ses lunettes de lecture et les glisse dans sa poche. Elle regarde autour du cercle, chaque visage, un par un. Et quand elle parle, sa voix descend d'un ton, devenant presque douce. J'y ai réfléchi pendant longtemps, et je pense qu'il est juste que nous, en tant que famille, votions pour savoir si Diana doit continuer à faire partie de nos rassemblements,
de nos traditions et de toutes les futures décisions familiales. Les mots ne sont pas enregistrés tout de suite. Voter? Tu leur demandes de voter pour m'expulser de notre famille. Ma voix semble lointaine, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je leur demande de voter sur ce qui est juste. Cette famille a assez souffert. Je regarde Megan. Ma sœur aînée, avec qui j'ai partagé une chambre pendant 16 ans, fixe ses propres mains sur ses genoux. Elle ne bouge pas. Je regarde mon père. Gérald examine le sol comme s'il n'avait jamais vu de parquet auparavant. Je regarde autour de la pièce. 25 visages. Ce sont des gens pour qui j'ai cuisiné des accompagnements de la fête de l'Action de grâce. Des gens dont j'ai gardé les enfants les week-ends. Le cousin Kyle, que j'ai conduit à ses examens parce que sa voiture était en panne. Tante Martha, que j'ai appelée tous les dimanches pendant 6 mois après son opération de la hanche. Oncle Ted, que j'ai aidé à emménager dans son nouvel appartement au printemps dernier. Pas un seul d'entre eux ne dit « c'est de la folie, Patricia. Tu ne peux pas voter pour exclure quelqu'un d'une famille. » Pas un seul. Et je comprends tout d'un coup, comme une vitre qui se brise, que ma mère n'a pas décidé cela ce soir. Elle a fait campagne. Elle a appelé chacun d'entre eux. Elle a présenté sa version, ses chiffres, ses larmes. Ce vote était décidé avant même que je ne gare ma voiture dans l'allée. Maman, ma voix se brise, mais je continue. J'ai payé mes propres études universitaires. Je ne t'ai jamais demandé un seul dollar. Elle se tourne vers l'assistance et secoue la tête triste, patiente. Une femme confrontée à un enfant difficile. Vous voyez? C'est ce qu'elle fait. Elle réécrit l'histoire. Et c'est exactement pour cela que nous sommes ici. Je veux faire une pause ici une seconde parce que debout dans ce cercle, écoutant ma mère réécrire ma vie entière devant des gens que j'aimais, il y a eu un moment où j'ai pensé, est-ce que j'ai tort? Ai-je vraiment été un fardeau tout ce temps sans m'en rendre compte? 27 ans à l'entendre. Quand tout le monde autour de vous croit la même histoire, vous commencez à vous demander si, peut-être, juste peut-être, le mensonge est la vérité. Je dois vous demander quelque chose, avez-vous déjà eu quelqu'un qui répète un mensonge sur vous tellement de fois que vous avez commencé à remettre en question votre propre mémoire? Que vous avez commencé à penser que peut-être je leur dois vraiment quelque chose? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule. Bon, retour dans ce salon. Ma mère joint les mains devant elle comme un ancien d'église appelant à la dîme. Tous ceux qui sont en faveur du retrait de Diana des événements familiaux, des revendications de propriété et des obligations financières, levez la main. La pièce retient son souffle. 1 seconde. 2. La main de tante Ruth se lève en premier, droite et assurée, comme si elle attendait la permission. Puis tante Martha. Puis oncle Ted. Puis le cousin Kyle, qui ne me regarde pas en le faisant. Je compte. 10. La cousine Brenda. Le cousin Tom. La femme de Tom, que j'ai rencontrée exactement 3 fois. 15. La grand-tante Peggy, que j'ai conduite à son rendez-vous chez l'optométriste en mars dernier. Le petit cousin Alan, qui m'a emprunté mes câbles de démarrage il y a 2 hivers et ne les a jamais rendus. 20. Les mains continuent de se lever lentement, rapidement, à contre-cœur, fermement. Peu importe. Elles se lèvent toutes. Je regarde ma sœur. La mâchoire de Megan est serrée. Sa main se lève à moitié, s'arrête, puis finit par se lever complètement. Elle ne me regarde toujours pas. 25. Ma mère les compte à haute voix, lentement, délibérément, comme si elle lisait des noms lors d'un appel. Ruth, Martha, Ted, Kyle, Brenda, Tom, chaque nom est un clou. Puis elle arrive à la fin de son décompte et se tourne vers la dernière personne qui n'a pas levé la main, Gérald. Mon père est assis, très immobile. La Corlight dans sa main est devenue tiède. Il fixe la canette. La pièce attend. Gérald? Plus doux cette fois une instruction déguisée en question. Mon père ne me regarde pas. Il regarde le sol, le mur, ses propres chaussures. Et puis lentement, comme si son bras pesait une tonne, il lève la main. Mon père. L'homme qui m'a appris à nouer mes lacets, qui m'a porté sur ses épaules à la foire du comté. Cette main levée contre moi. 26.
Je me tiens dans une pièce pleine de membres de ma famille, et je n'ai jamais été aussi seul de ma vie. Ma mère inspecte la pièce. 26 mains. Elle hoche la tête. Pas triomphante, pas hautaine satisfaite. Le hochement de tête d'une femme qui a confirmé ce qu'elle savait déjà. Elle se tourne vers moi. La pièce devient si silencieuse que je peux entendre l'horloge de la cuisine tic-taquer à travers le mur. L'enfant de quelqu'un rit dans le séjour au bout du couloir, et le son semble appartenir à un autre univers. Nous avons porté ton poids mort pendant 27 ans, Diana. Sa voix est basse, contrôlée, presque gentille. C'est fini. Personne ne respire. Je sens le sang me monter au visage. Mes oreilles bourdonnent. Mes jambes veulent bouger, mais elles ont oublié comment faire. 26 personnes viennent de me dire que je n'ai pas ma place ici, et ma mère se tient au centre de ce cercle comme si elle venait de délivrer une grâce. Elle se redresse. J'ai déjà parlé avec un avocat. Tu ne seras plus la bienvenue aux réunions de famille. Et toute prétention que tu penses avoir sur les ressources de cette famille, considère-la comme nulle. Un avocat? Le mot sort avant que je ne puisse l'arrêter. Pourquoi faire? Pour protéger cette famille. De toi, dit-elle si simplement, comme si elle verrouillait une porte. Je regarde autour de la pièce une dernière fois. Tante Ruth étudie ses ongles. Kyle fixe le plafond. Megan s'entoure de ses bras comme si elle avait froid. La main de mon père est de nouveau sur ses genoux, mais le mal est fait. Je pense, c'est fini. C'est le soir où je perds ma famille. Je me tourne vers la porte d'entrée. Mon manteau est au crochet. Mes clés sont dans ma poche. 3 pas et je suis parti. Je fais le premier pas, et c'est là que la porte d'entrée s'ouvre. Une rafale d'air de novembre balaie la pièce froide, vive, le genre de froid qui vous force à être attentif. Un homme entre, cheveux gris, veste usée, et dans sa main droite, une mallette en cuir abîmée. Je n'ai pas vu l'oncle Robert depuis 14 ans, mais je le reconnaîtrai n'importe où. Les épaules larges, cette façon calme de se tenir dans l'encadrement d'une porte comme s'il ne demandait rien à personne. Ses cheveux sont presque blancs maintenant. Il est plus mince que dans mes souvenirs, mais ses yeux sont les mêmes, stables, patients, comme un homme qui a appris il y a longtemps que le silence est parfois plus fort que les cris. Toutes les têtes dans le salon se tournent. Quelqu'un étouffe un cri de surprise, je pense que c'est tante Martha. Mais le visage de ma mère, je m'en souviendrai toute ma vie, devient blanc. Pas en colère, pas surprise. Vide, comme si quelqu'un avait débranché la prise de la performance qu'elle jouait. Cela dure une demi-seconde, peut-être moins, puis elle se reconstruit. Le sourire revient, les épaules se redressent. Mais je l'ai vu cette demi-seconde de peur pure. Robert entre et ferme la porte derrière lui. Il regarde lentement autour de la pièce. Ses yeux se posent d'abord sur Jenna. Sa fille lui adresse un petit hochement de tête. Puis sur moi. Puis sur Patricia. Je n'ai pas été invité. Je sais. S. À voix est calme, grave. Ma mère se ressaisit vite. Robert, c'est une affaire de famille. Tu as renoncé à ton droit de. Il tire une chaise du mur et s'assoit, pose la mallette sur ses genoux. Je me souviens d'une époque où j'étais de la famille. Jenna se lève et s'installe sur la chaise à côté de lui. Personne ne l'arrête. Ma mère fait un pas en avant. Sa voix tombe ni douce, ni gentille, mais glaciale. Quoi que tu sois venu faire ici, Robert, ne le fais pas. Il la regarde. Puis il regarde la mallette. Puis il me regarde. Et quand il parle, sa voix se brise juste un peu sur le premier mot. J'aurais dû faire ça il y a des années, Diana. Je suis désolé que cela ait pris si longtemps. Les phalanges de ma mère deviennent blanches sur le dossier de la chaise qu'elle agrippe, et je réalise pour la première fois de ma vie entière que je regarde ma mère avoir peur vraiment, profondément peur. Qu'y a-t-il dans cette mallette? Robert ne se presse pas. Il pose ses mains sur la mallette comme s'il avait répété ce geste 1000 fois dans sa tête, et maintenant que le moment est venu, et veut bien faire les choses. Il regarde la pièce, pas Patricia, mais tous les autres. Il y a 14 ans, nos parents sont morts. Sa voix est stable, mesurée. Maman et papa Caldwell. La plupart d'entre vous étaient aux funérailles. Patricia est devenue l'exécutrice de leur succession.
Elle a géré la maison, les comptes, la distribution. Je lui ai fait confiance. Il marque une pause. Nous lui avons tous fait confiance. Tante Ruth s'agite sur son siège. Oncle Ted décroise les bras. Maman et papa ont laissé derrière eux un patrimoine d'environ 360 000 $. La maison, 2 comptes d'épargne, et un fonds séparé et 40 000 $ destinés spécifiquement à l'éducation de leurs petits-enfants. Diana et Meghan. Je sens l'air quitter mes poumons. 40 000 $. Le fonds d'éducation de grand-mère. Celui dont maman a dit qu'il avait à peine couvert les frais des funérailles. Robert continue. 6 mois après les funérailles, j'ai demandé à Patricia de voir les documents de distribution. Elle m'a dit que tout avait été réglé. Les taxes et les frais de funérailles avaient tout englouti. Elle a dit qu'il ne restait plus rien à partager. Il marque une nouvelle pause. Je l'ai cru pendant un certain temps. La voix de ma mère intervient, tranchante. Robert, ne fais pas ça. Il lève une main, pas de manière agressive, juste fermement, comme un signal d'arrêt. Patty, je me suis tue pendant 14 ans. Laisse-moi parler. La pièce est figée. Personne n'envoie de texto. Personne ne s'agite. Même l'horloge semble plus bruyante. Puis un jour, un relevé bancaire est arrivé à l'ancienne maison de maman et papa, celle que j'étais en train de retaper pour la vendre, adressée au compte de la succession. Un compte qui était censé être clôturé. Il regarde Patricia. Elle agrippe la chaise si fort que ses phalanges sont passées du blanc au jaune. Il ne prononce pas le nom. Il n'en a pas besoin. Chaque paire d'yeux dans la pièce glisse vers ma mère. Et le nom sur ce compte, Patricia Anansley. La pièce se fissure comme une ligne de faille. Des murmures commencent sur les bords bas, rapides, le genre de murmures qui arrivent quand les gens essaient de savoir de quel côté se ranger. Tante Martha se penche sur sa chaise. Patty, est-ce que c'est vrai? La réponse de ma mère est instantanée, pratiquée. Il ment. Il a toujours été jaloux de moi. Maman et papa m'aimaient plus que lui et il ne s'en est jamais remis. C'est la même réplique qu'elle a utilisée il y a 14 ans, mot pour mot. Je le sais parce que je l'ai entendu la répéter à chaque réunion de famille où le nom de Robert était mentionné. Mais quelque chose est différent cette fois. Le cousin Kyle regarde Robert, puis Patricia, et pour la première fois ce soir, il ne suit pas ma mère d'un hochement de tête. Ses mains sont jointes entre ses genoux, et il réfléchit vraiment. Meghan regarde notre mère avec une expression que je n'ai jamais vue sur son visage auparavant, comme si elle faisait un calcul mental et que les chiffres ne concordaient pas. Maman a payé toutes les études universitaires de Meghan. Elle a dit que cela venait de leurs économies. Meghan n'a jamais demandé d'où exactement. Mon père lève la tête. Il regarde sa femme, puis Robert, puis la mallette. Sa main, celle qu'il a levée contre moi il y a 5 minutes, tremble. Patricia change de tactique. Elle se place au centre du cercle, mais se positionne entre Robert et l'assemblée, et ouvre légèrement les bras. La mère lésée, l'innocente accusée. C'est exactement ce qu'il a fait il y a 14 ans. Il a essayé de mettre tout le monde contre moi à l'époque, et il recommence. Robert ne discute pas. Il ne hausse pas le ton. Il dit simplement, je n'ai pas besoin que vous me croyiez. J'ai les documents. Il pose sa main sur la mallette. Il ne l'ouvre pas, il la laisse simplement là. La voix de ma mère se tend comme un câble. Si tu ouvres ça, Robert, je jure que... Elle ne finit pas sa phrase. Et ce silence, cette menace inachevée, en dit plus à la pièce que n'importe quel document. Parce qu'elle n'a pas dit que les papiers étaient faux. Elle n'a pas dit qu'ils étaient erronés. Elle voulait juste qu'ils ne soient pas ouverts. Robert déverrouille la mallette. Le son est léger et 2 clics métalliques émettent dans cette pièce, il résonne comme un coup de feu. À l'intérieur, les documents sont organisés avec des onglets de couleur, bleu, jaune, rouge. 14 ans de patience, triés et étiquetés. Il sort le premier, le brandit pour que la pièce puisse voir. Ceci est le testament original d'Henry et Margaret Caldwell, nos parents. Il le pose sur la table basse. Patricia a dit à la famille que ce document était perdu. Ce n'était pas le cas. Elle en a déposé une version différente au tribunal des successions. Ce testament a été modifié avant qu'il ne... Robert fouille de nouveau dans la mallette.
C'est drôle que tu dises ça. Il pose un deuxième document à côté du premier. Côte à côte. 2 testaments, les mêmes noms, des signatures différentes. Celui de gauche est l'original notarié, avec témoin. Celui de droite est la version que Patricia a soumise à la succession. Il tapote le deuxième document. Regardez les signatures. Le cousin Kyle se penche en avant. Tante Martha se lève pour voir de plus près. Même depuis l'autre bout de la pièce, je peux le voir. L'écriture sur le second testament est plus serrée, plus contrôlée. Elle ne correspond pas. Mes mains deviennent froides. 40 000 $. C'était censé être à moi et à Megan. Pour nos études. Pour l'avenir que grand-mère voulait que nous ayons. Robert sort un troisième document de la mallette, une seule page avec un en-tête. J'ai engagé une experte en graphologie médico-légale. Agréée, diplômée. Voici son rapport. Il le pose sur la table. La pièce est devenue si silencieuse que je peux entendre le réfrigérateur ronronner dans la cuisine. Ma mère n'a pas bougé. Elle se tient très droite, une main pressée contre sa clavicule, et pour la première fois ce soir, elle n'a plus de mots. Robert la regarde, puis regarde la pièce, puis me regarde. Je ne devine pas, Patty. J'ai passé 14 ans à m'assurer que chaque page de ce dossier soit certifiée. Robert plonge la main dans la mallette une dernière fois. Cette fois, c'est une pile de relevés bancaires, pas des photocopies, des originaux, tamponnés et datés. Il les étale sur la table basse comme un croupier distribuant des cartes. Ce sont des registres certifiés de la First National, le compte de succession d'Henry et Margaret Caldwell. Son doigt descend le long de la première page. 3 mois après les funérailles, les retraits commencent. 12 000 $, 15 000 $, 10 000 $. Toujours transférés vers le même compte de chèque personnel. Il tourne la page suivante et la suivante, chacune montrant le même schéma, l'argent quittant la succession, atterrissant au même endroit. Sur une période de 2 ans, 180 000 $ ont été sortis de la succession de nos parents. Il lève les yeux. Le nom de Patricia est sur le compte destinataire. Son numéro de sécurité sociale. Sa signature sur chaque autorisation de transfert. Le silence est si total que je peux entendre le ronronnement du réfrigérateur à travers le mur de la cuisine. Ma mère craque la première. Ce sont des faux. Il a fabriqué. Ce sont des documents certifiés par la banque, Patty. Tamponnés. Datés. Ton numéro de compte. Ton nom. Tante Ruth, la femme qui a levé la main avant tout le monde, qui a acquiescé à chaque mot de ma mère, fixe les relevés, la bouche légèrement entr'ouverte. Sa main, celle qui a voté pour m'exclure, est retombée sur ses genoux. Mon père parle pour la première fois de la soirée. Gérald Ansley ouvre la bouche. Patty. Un seul mot. Mais ce n'est pas la voix d'un homme qui suit simplement le mouvement. C'est la voix d'un homme qui vient de réaliser que le sol sous ses pieds n'est pas solide. Patty, réponds-moi. Est-ce qu'une seule partie de tout cela est vraie? Ma mère ne lui répond pas. Elle se tourne vers l'Assemblée à la place, cherchant des alliés, recourant à sa vieille stratégie. Il a toujours été jaloux. Nos parents m'aimaient plus et ils ne pouvaient pas. Mais tante Ruth l'interrompt doucement, presque calmement. Patty, as-tu utilisé l'argent de maman et papa? Je regarde ma mère changer de stratégie en temps réel. Cela va vite, comme changer de voie sur une autoroute. L'accusée devient la martyre. Ses épaules s'affaissent, son menton tremble, des larmes perlent dans ses yeux et je ne peux honnêtement pas dire si elles sont vraies. Savez-vous à quel point c'était dur? Sa voix se brise magnifiquement. Tout gérer seul après la mort de maman et papa? Robert est parti. Gérald n'a pas aidé. J'ai tout fait, les funérailles, les papiers, la maison, les taxes. Tout est retombé sur moi. Elle presse une main sur sa poitrine. Peut-être que j'ai fait des erreurs, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour cette famille. Pendant un instant, juste un instant, je vois certains proches s'adoucir. Le visage de tante Martha vacille. Oncle Ted regarde le sol. Ça marche. La performance fonctionne. Alors Robert prend la parole. Des erreurs? Le mot sort plat et dur. Tu as imité leur signature, Patricia. Tu as réécrit leur testament.
Tu as volé 180 000 $ à tes propres parents décédés. Il marque une pause. Chaque phrase est une brique. Et ensuite, tu as raconté à tout le monde que Diana, une fille de 13 ans, était la raison pour laquelle l'argent avait disparu. Cette dernière phrase tombe comme une gifle. Je la vois frapper la pièce visage après visage, chaise après chaise. La douceur de tante Martha s'évanouit. La mâchoire d'oncle Ted se crispe. 25 personnes me regardent maintenant à la fille pour qui, il y a 5 minutes, ils avaient voté l'exclusion et ils font le calcul qu'ils auraient dû faire il y a des années. Ma mère explose. Sors de chez moi, Robert. Sors. Robert se lève lentement. Il ramasse son manteau, mais avant de partir, il place tout le dossier, chaque document, chaque relevé, chaque rapport au centre de la table basse. Je pars. Sa voix ne tremble pas. Mais ces papiers ne sont pas. Megan avance sa chaise. Elle prend un relevé bancaire et le lit. Ses mains tremblent. Elle lève les yeux vers notre mère. Sa voix est petite mais claire comme du cristal. Maman, les frais de scolarité que tu disais avoir payés pour moi, ça venait de l'argent de grand-mère et grand-père, n'est-ce pas? Ma mère fixe Megan. Sa bouche s'ouvre, mais rien n'en sort. La pièce se fracture. La moitié de la famille est regroupée autour de la table basse, se passant les documents de main en main, lisant en silence. L'autre moitié reste figée, observant Patricia comme si elle la voyait pour la première fois. Le cousin Kyle est le premier à bouger. Il se lève de sa chaise, traverse la pièce et s'arrête devant moi. Son visage est rouge, sa voix est rauque. Je ne savais pas Diana, je suis désolé. Je hoche la tête. Je ne peux pas encore parler. Ma mère le voit debout à côté de moi et quelque chose se brise derrière ses yeux. Elle se tourne vers mon père et attrape son bras. Gérald, dis quelque chose. Dis-leur que c'est un malentendu. Gérald regarde sa femme. C'est le plus long regard qu'il lui ait jamais accordé, puis il secoue la tête. Je ne peux pas, Patty. Je ne peux pas faire ça. 5 mots. Les 5 mots les plus importants que mon père ait jamais prononcés, et ils arrivent avec 14 ans de retard. Mais ils sont là. Tante Ruth se lève et sort de la pièce sans un mot. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Tante Martha suit 30 secondes plus tard, enfilant son manteau avec des gestes rapides et en colère. Les uns après les autres, les gens commencent à partir. Pas tous, mais assez pour transformer le salon de ma mère, sa scène, son tribunal, en quelque chose de petit et vide. Patricia se tient au centre du cercle qui n'en est plus un. Les chaises sont repoussées, les places sont abandonnées. Les documents reposent sur la table basse comme des preuves sur une scène de crime que personne n'a encore nettoyée. Personne ne la regarde. Soit ils lisent, soit ils partent, soit ils parlent entre eux à voix basse. Elle est devenue invisible dans sa propre maison. Je me tiens dans le coin à côté du fauteuil relax vide où mon grand-père s'asseyait autrefois. Et pour la première fois en 27 ans, ce n'est pas moi qu'on ignore. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Les papiers ont dit tout ce que je n'ai jamais pu dire. Robert me trouve sur la terrasse arrière. Je suis sorti parce que le salon ressemble à un bâtiment après un tremblement de terre, tout est encore debout, mais rien n'est à sa place. Megan et Jenna le suivent dehors. Nous nous asseyons tous les 4 sur les marches de la terrasse dans le froid, notre souffle formant des nuages dans l'air de novembre. Et Robert me raconte le reste. Tes grands-parents avaient mis de côté 40 000 $ spécifiquement pour toi et Megan, un fonds pour les études. C'était dans le testament original, clair comme de l'eau de roche. Il frotte ses mains l'une contre l'autre. Patricia l'a liquidé dans l'année suivant leur décès. Elle l'a utilisé pour rénover sa cuisine et sa salle de bain principale, la rénovation dont elle disait à tout le monde qu'elle économisait pour ça. La cuisine où j'ai mangé le dîner de la fête de l'Action de grâce chaque année. La cuisine où elle a préparé le repas de ce soir, construite avec de l'argent qui m'appartenait. Elle avait besoin d'une histoire de couverture, dit Robert. Alors elle a commencé à dire aux gens que tu étais coûteuse, que tu étais un gouffre financier. Tu avais 13 ans, Diana. Tu ne pouvais pas te défendre. Tu ne savais même pas qu'il y avait de l'argent à défendre. Megan pleure en silence. Pas un son. Alors qu'elle serre ses genoux sur la marche en dessous de moi, je pose la question qui monte en moi depuis 1 heure. Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt?
Le visage de Robert se crispe. J'ai essayé. Il y a 14 ans, je l'ai confrontée. Elle a dit à la famille que j'étais alcoolique, que j'étais jaloux, que je voulais plus que ma part. Sa voix baisse. Tout le monde l'a cru. J'ai tout perdu, les fêtes, les anniversaires, voir Jenna grandir avec ses cousins. J'ai perdu cette famille. Il regarde la mallette posée à côté de lui sur la terrasse. J'avais besoin de preuves irréfutables. Des relevés certifiés par la banque, un expert en écriture, l'examen d'un avocat. Ça prend du temps, et de l'argent que je n'avais pas beaucoup. Il pose sa main sur mon épaule. Je n'ai pas rassemblé ces papiers pour détruire Patty. Je les ai rassemblés pour que tu puisses connaître la vérité. Ce qui se passe ensuite, ça dépend de cette famille. Meghan essuie son visage du revers de la main et se lève sans un mot. Alors qu'elle rentre à l'intérieur, je la regarde à travers la porte moustiquaire. Elle traverse le salon jusqu'à l'endroit où notre mère est assise seule sur le canapé. Patricia paraît plus petite maintenant. La lumière du plafond accroche chaque ride sur son visage, chaque trace de mascara qui a coulé. La reine sent sa cour. Meghan se tient devant elle, elle ne s'assoit pas. Maman, regarde-moi. Patricia lève les yeux. As-tu payé mes études avec l'argent de grand-mère et grand-père? J'ai fait ce que je devais faire, Meghan. Ce n'est pas une réponse. Tu as eu ton diplôme, non? Un éclair de l'ancienne Patricia, défiante, sûre d'elle. Tu as eu ta vie. Je t'ai donné ça. Tu me l'as donné en volant à Diana, à oncle Robert, à grand-mère et grand-père. Ne te retourne pas contre moi, toi aussi. La voix de ma mère monte dans les aigus. Je reconnais le ton d'avertissement à celui qui nous faisait taire toutes les deux quand nous étions enfants. Je suis ta mère. Meghan ne bronche pas. Et Diana est ma sœur. Elle se retourne et revient sur la terrasse, s'assoit à côté de moi. Pendant longtemps, aucune de nous ne parle. Puis elle le dit doucement, comme si elle avouait quelque chose qu'elle portait depuis des années. Il y a eu un moment où maman m'a dit de ne pas te prêter d'argent. Elle a dit que tu ne le rembourserais jamais. La voix de Meghan se brise. Tu m'as appelé une fois. Ta voiture était en panne. Tu avais besoin de $200. Et j'ai dit non. Je me souviens d'un mardi soir en octobre. Une pluie si forte que je voyais à peine la route pendant que je marchais 3 miles pour rentrer chez moi parce que ma sœur avait dit non, parce que ma mère le lui avait dit. Je ne savais pas, murmure Meghan. Je te jure que je ne savais pas. Je te crois. Elle pose sa tête sur mon épaule. Nous restons assises comme ça dans le froid, à écouter les sons d'une famille qui se réorganise à l'intérieur. J'étais l'enfant doré, dit-elle enfin, et je ne l'ai même pas mérité. Je rentre chez moi vers 22 heures. La maison se vide lentement derrière moi. Les gens partent par un ou deux, manteaux bien fermés, portières de voiture qui claquent dans le noir. À minuit, mon téléphone a 6 messages. Le cousin Kyle appelle en premier. Sa voix est épaisse, comme s'il était assis dans son camion dans l'allée en train de rassembler son courage. Diana, j'aurais dû poser des questions. J'aurais dû dire quelque chose quand elle nous a demandé de lever la main. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. Tante Martha envoie un long texto, 3 paragraphes. Elle dit qu'elle a cru Patricia parce que, ta mère a toujours sonné si sûre, elle avait toujours les détails. Martha ne demande pas pardon, elle dit simplement qu'elle s'est trompée. Jenna me serre dans ses bras avant de quitter la terrasse. Elle me tient fort et murmure à mon oreille, mon père n'a jamais arrêté de parler de toi. Chaque anniversaire, chaque fête, il prononçait ton nom. Le cousin David appelle. Cours, direct, j'ai merdé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, un repas, de l'aide pour déménager, n'importe quoi, je suis là. Tante Ruth revient. 23 heures, phare dans l'allée. Elle monte les marches de la terrasse où je suis encore assise avec Meghan, et elle me prend dans ses bras pendant 30 secondes sans dire un seul mot. Quand elle me lâche, ses yeux sont rouges. Et puis il y a Meghan. Ma sœur ne part pas. Elle reste assise avec moi sur cette terrasse jusqu'après minuit. Nous ne résolvons rien. Nous ne faisons pas de grandes déclarations. Nous parlons simplement, vraiment parlons, pour la première fois depuis des années, sans le filtre de notre mère entre nous. Je dis la même chose à chacun d'eux, merci d'avoir appelé. Je le pense vraiment.
Mais des excuses n'effacent pas une main levée. Il me faudra du temps avant de savoir ce que ça signifie pour nous. Il y a une personne qui n'appelle pas, n'envoie pas de texto, ne s'excuse pas. Mon père, Gérald Ansley, monte dans son camion après le départ de Robert et s'en va. Je ne sais pas où il va. Je ne le découvrirai que 2 jours plus tard. Je rentre chez moi par le chemin le plus long. Devant l'école primaire où je travaille. Devant le dîner où je déjeune le vendredi. Devant la station-service où je fais le plein de ma Honda de 10 ans chaque dimanche, et devant la maison de ma mère. La lumière de la cuisine est encore allumée. Par la fenêtre, je la vois, une silhouette solitaire assise à la table à manger. Les assiettes sont encore sorties, les chaises encore disposées en cercle. La femme qui commandait une pièce de 25 personnes il y a 4 heures est assise seule dans une cuisine qu'elle a rénovée avec de l'argent volé, entourée de restes. Personne n'est resté pour manger. Je ne m'arrête pas. Chez moi, je m'assois dans le noir de mon appartement à l'appartement qu'elle a moqué, le salaire qu'elle a rabaissé, la vie qu'elle disait à tout le monde être un échec. Et je pense à ma mère, pas avec haine, pas avec satisfaction, juste avec l'épuisement lourd et compliqué de comprendre enfin. Patricia Ansley a grandi dans une famille qui mesurait les gens à ce qu'ils pouvaient fournir. L'amour était conditionnel, la valeur était financière. Elle a appris à contrôler parce qu'elle avait peur d'être contrôlée. Ça n'excuse rien de ce qu'elle a fait, mais ça explique la mécanique. Comprendre pourquoi quelqu'un vous a fait du mal ne signifie pas que vous devez le laisser continuer. J'ouvre mon ordinateur. Je cherche des thérapeutes dans un rayon de 50 km. J'en trouve une dans la ville voisine, Dr Karen Webb, conseillère familiale diplômée. Disponible le lundi. Je réserve le premier rendez-vous. À 2 heures du matin, mon téléphone s'allume. Un texto de ma mère, tu as retourné ma famille contre moi. Je le lis 1 fois. Je le lis 2 fois. Je pose le téléphone, puis je supprime le message et je vais me coucher. Pendant 27 ans, j'étais le problème. Ce soir, le problème était assis seul dans sa propre cuisine. Et moi, pour la première fois dont je me souvienne, j'ai dormi toute la nuit. Dimanche matin, 2 jours après la fête de l'Action de grâce. Je fais du café quand la sonnette retentit. Mon père se tient sur le paillasson non rasé, les yeux rougis, portant la même chemise en flanelle qu'il avait jeudi soir, froissé maintenant comme s'il avait dormi dans son camion, ce qui, connaissant mon père, est probablement le cas. Je suis allé à la maison du lac, dit-il. J'y suis resté 2 jours à réfléchir. Je m'écarte et le laisse entrer. Il s'assoit à ma table de cuisine, la petite qui place 2 personnes, et regarde autour de mon appartement. Je le regarde absorber, le canapé d'occasion, la bibliothèque que j'ai construite avec des parpaings et des planches, le certificat de conseillère scolaire encadré au mur. Il n'est jamais venu ici. En 3 ans que je vis seul, mon père n'a jamais rendu visite une seule fois. Je savais que quelque chose clochait avec la succession. Il fixe ses mains. J'ai vu les factures de rénovation. J'ai demandé 1 fois à ta mère. Elle a dit que Robert avait accepté de nous donner sa part. Il s'arrête. Je l'ai cru parce que c'était plus facile. Il ferme les yeux. Oui. Nous restons assis en silence. La cafetière goûte. Gérald me dit qu'il a appelé Robert ce matin. Première fois qu'il parle en 14 ans. 2 hommes au téléphone, tous les 2 en pleurs, aucun capable de commencer la phrase qu'il devait dire. Robert lui a envoyé des copies de tout, le testament, les relevés, le rapport d'expertise en écriture. Gérald a lu chaque page. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il. Je veux juste que tu saches que j'en ai fini avec le silence. Je regarde mon père, 56 ans. Des mains qui tremblaient quand il les a levées contre sa propre fille. Des mains qui tremblent maintenant pour une raison différente. Papa, je t'aime, mais l'amour n'annule pas ce qui s'est passé. J'ai besoin que tu me montres, pas que tu me le dises, que les choses sont différentes maintenant. Il hoche la tête. Il ne discute pas. Il ne fait pas de promesses qu'il ne peut pas tenir. Et pour mon père, c'est un début. Le mardi suivant, je m'assois dans un petit bureau sur Main Street à Clearfield, la ville voisine, en face d'une femme nommée Evelyn Moore, avocate en droit de la famille. Robert est à côté de moi, la mallette ouverte sur son bureau entre nous. Evelyn examine les documents un par un,
faisant de petites notes dans les marges. Elle est méthodique, sans hâte. Après 20 minutes, elle pose son stylo. C'est une fraude successorale. Claire est bien documentée. Elle regarde Robert. Monsieur Caldwell, les preuves que vous avez compilées sont minutieuses. Les signatures falsifiées seules seraient significatives, mais combinées au relevé bancaire et à l'analyse d'écriture, c'est un dossier solide. Elle explique nos options clairement. Robert et moi avons tous les deux des motifs pour une action civile afin de récupérer les fonds détournés. De plus, bien que falsifier un testament soit un crime, c'est le bureau du procureur du district qui déciderait des poursuites pénales, pas nous. Robert parle en premier. Je ne veux pas que Patty aille en prison, mais je veux que l'argent soit rendu aux personnes à qui il appartient. Je suis d'accord. Je ne suis pas là pour la vengeance. Je suis là pour les 40 000 $ que mes grands-parents avaient mis de côté pour mes études, de l'argent dont je ne savais pas l'existence pendant que je travaillais à 2 emplois et que je contractais des prêts étudiants. Evelyne prépare les documents. Je lis chaque ligne. Robert signe. Je signe. Pas de discours, pas de déclaration dramatique, juste du papier, de l'encre et un processus légal qui fait ce pourquoi il est conçu. En marchant vers ma voiture ensuite, je ressens quelque chose que je n'attendais pas le triomphe, pas la justification, mais le soulagement. Le genre discret. Le genre qui vient quand on sait qu'on n'a pas inventé ça. Qu'on n'était pas le fardeau. Que les chiffres n'étaient jamais les vôtres. Je n'ai pas poursuivi ma mère par vengeance. J'ai déposé une réclamation parce que 40 000 $ m'ont été pris avant que je sois assez âgé pour savoir qu'ils existaient, et parce que quelqu'un doit dire que c'était mal. Les nouvelles voyagent vite dans une ville de 8 000 habitants. À la 2e semaine de décembre, l'histoire a circulé dans tous les bancs d'église et tous les rayons des épiceries de Millfield. Le premier changement visible, tante Ruth annonce qu'elle organise Noël chez elle. Robert est invité, Patricia ne l'est pas. Personne ne discute. Personne n'hésite même. Ma mère riposte de la seule façon qu'elle connaisse, le téléphone. Elle appelle chaque parent un par un, travaillant la liste qu'elle travaille depuis des décennies. Mais cette fois, la plupart des appels tombent sur la messagerie. Les rares qui répondent restent brefs. Patty, il nous faut du temps. Patty, je ne sais pas quoi dire pour le moment. Clic. À Gresse-Lutran, où Patricia s'assoit au 2e rang, côté gauche, chaque dimanche depuis 20 ans, les choses changent. Les gens ne la confrontent pas, ils se réorganisent simplement. Un espace de 2 places s'ouvre à côté d'elle, puis 3, puis tout le rang. Personne ne le dit à voix haute. Pas besoin. L'espace parle. Elle publie un long message sur Facebook, quelque chose sur la trahison, sur la famille qui tourne le dos, sur le sacrifice puni. Megan commande dans l'heure, « Maman, s'il te plaît arrête. Tu aggraves les choses. » Patricia supprime le post le soir même. Gérald déménage sur le canapé du salon. Il ne demande pas encore la séparation, mais la porte de la chambre principale reste fermée et il dort sous une courte pointe que sa belle-mère a faite il y a 30 ans. Il commence à appeler Robert chaque semaine, 2 hommes qui reconstruisent un pont, un appel téléphonique à la fois. Puis fin décembre, une lettre arrive à mon appartement de l'avocat de Patricia. Elle accepte de négocier un règlement. Elle ne veut pas aller au tribunal. C'est la première fois de sa vie que ma mère choisit de reculer. Et la seule raison pour laquelle elle le fait, c'est parce que, pour la première fois, elle ne peut pas contrôler ce qui se passe ensuite. Quand je lis cette lettre, quand je vois que ma mère a accepté de régler, je reste longtemps assise à ma table de cuisine. 27 ans, et elle n'avait jamais reculé devant rien, ni une dispute, ni une accusation, ni un mensonge. Il a suffi d'une mallette usée et d'un homme assez patient pour attendre le bon moment. Mais je continue à me demander, si oncle Robert n'était pas entré par cette porte, où en serais-je maintenant? Aurais-je lutté seul, ou aurais-je simplement disparu? Qu'auriez-vous fait? Si personne n'était venu par cette porte pour vous, auriez-vous trouvé la force de vous tenir debout seul, ou seriez-vous parti pour de bon? Je veux vraiment le savoir. Dites-le moi dans les commentaires. D'accord, laissez-moi finir cette histoire. Millfield est le genre de ville où tout le monde connaît vos affaires des mardis. Ma mère a construit sa réputation sur 3 décennies, elle s'est effondrée en 3 semaines. Au Women's Fellowship de Gresse-Lutran, le comité que Patricia présidait depuis 12 ans se restructure discrètement en janvier.
Nouvelle direction, nouvel horaire de réunion. La raison officielle, temps pour de nouvelles perspectives. La vraie raison remplit toutes les conversations chuchotées dans le parking de l'église. Les voisins qui acceptaient autrefois les invitations à dîner de Patricia ont soudain des conflits tous les samedis indéfiniment. Le nombre de cartes de Noël à la maison familiale diminue de plus de moitié. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu m'arrive à l'école. Une mère que je connais à peine, une femme nommée Linda dont le fils j'ai accompagné pendant le divorce de ses parents, m'arrête dans la file de ramassage. J'ai entendu ce qui s'est passé, mademoiselle Ansley. Pour ce que ça vaut, cette ville est meilleure parce que vous y êtes. Elle serre ma main et s'en va avant que je puisse répondre. C'est une petite chose, mais dans une petite ville, les petites choses sont tout. Robert vient à Noël chez tante Ruth. 14 ans depuis qu'il a eu une place à une table familiale. Quand il franchit la porte d'entrée de Ruth, Jenna est juste derrière lui, portant une tarte qu'elle a faite avec la recette de leur grand-mère. Ruth serre Robert dans une étreinte si forte que ses pieds quittent presque le sol. Une semaine plus tard, je trouve une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, une photo jaunie et cornée au coin, mes grands-parents me tenant à 3 ans. Je ris à l'objectif, et la main de ma grand-mère est sur ma tête, protectrice et assurée. Au dos, de son écriture, notre petite conseillère. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais j'ai le sentiment que c'est un homme qui dort maintenant sur son canapé du salon et qui essaie, à sa manière discrète, de rendre ce qui a été pris. En février, le règlement est finalisé. Evelyn Moore m'appelle un mardi après-midi, et je me range sur le parking de l'école pour écouter. Patricia accepte de rendre 40 000 $ à Diana et Meghan, le fonds d'études des petits-enfants. Et exactement comme le testament original le spécifiait, elle rend 70 000 $ à Robert, sa part légitime de la distribution de la succession qu'elle a interceptée. Les 30 000 $ restants, que Patricia prétend avoir dépensés pour des dépenses familiales mais ne peut pas documenter, restent en litige, une affaire pour un autre jour. Pour effectuer les paiements, ma mère doit vendre son SUV et puiser dans ses économies de retraite. La cuisine qu'elle a construite avec de l'argent volé vaut plus que la voiture, mais personne ne lui demande de la démonter. L'ironie suffit. Je reçois 20 000 $, ma part du fonds d'études. Je l'utilise pour rembourser mes prêts étudiants, chaque dernier centime de la dette que j'ai accumulée parce que l'argent destiné à moi était assis sur le compte courant de ma mère tout ce temps. Le montant restant, je le mets en épargne, non parce que j'ai des projets pour lui, mais parce que pour la première fois de ma vie, j'ai de l'argent que personne ne peut prétendre que je leur dois. Personne ne peut agiter un morceau de papier plié dans un salon et dire que je suis un fardeau à cause de ça. C'est à moi, net et clair. Meghan refuse d'abord sa moitié. C'est toi qui as souffert, dit-elle. Prends tout. Je ne la laisse pas faire. Je le divise exactement comme nos grands-parents l'avaient prévu aux parts égales, comme ils l'ont écrit, comme ça aurait toujours dû être. Evelyn me dit que le bureau du procureur du comté examine les preuves de falsification. Pas d'accusation pour l'instant, peut-être jamais. Je ne pousse pas. Le système judiciaire fera ce qu'il fait. J'ai fait ma part. 20 000 $, c'est le prix de ma tranquillité d'esprit. 20 000 $ et 27 ans à me faire dire que j'étais le problème. Gérald Ansley ne divorce pas de ma mère, pas encore du moins. Mais l'homme qui s'assoit en face de moi au Rosiers dîner les samedis matins n'est pas le même que celui qui a levé la main contre moi le soir de la fête de l'Action de grâce. Il commence petit, appel téléphonique hebdomadaire, vraie question pas du genre, comment va le travail, mais, comment vas-tu vraiment? Il arrive à mon appartement avec une boîte à outils un week-end et répare le robinet qui fuit que j'ignore depuis 6 mois. Il ne dit pas grand-chose pendant qu'il travaille. Ça va, la clé à molette en dit assez. En janvier, il me dit quelque chose pendant des œufs brouillés qui manquent de me faire lâcher ma fourchette. J'ai commencé à voir quelqu'un, une thérapeute. Il le dit comme s'il avouait un crime. Première fois de ma vie. 56 ans et j'apprends à exprimer mon désaccord à voix haute. Il fait un petit sourire embarrassé. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Je ne prétends pas que ça répare tout. Non. Mon père a choisi le silence pendant 30 ans. Il a choisi le confort plutôt que sa fille. Ça m'a façonné de façon que je découvre encore sur le divan de Dr Webb tous les lundis après-midi. Mais je sais aussi que changer à 56 ans est plus dur que changer à 27 ans. Chaque rendez-vous qu'il honore, chaque appel qu'il passe à Robert,
Chaque samedi où il se présente à ma porte, c'est un homme qui lutte contre le courant de toute sa vie adulte. Je n'ai pas besoin que tu choisisses entre nous, papa, lui dis-je. J'ai besoin que tu te choisisses toi-même. Il hoche la tête, remue son café, et ne fait pas de discours. Mon père n'est pas un méchant, c'est un avertissement sur ce qui arrive quand on choisit le silence pendant 30 ans. Et c'est aussi la preuve qu'il n'est jamais totalement trop tard pour commencer à parler, même si votre voix tremble. 3 mois après la fête de l'Action de grâce, mon téléphone sonne. L'identifiant dit « Maman ». Je le laisse sonner 4 fois, puis je réponds. Sa voix est différente, plus petite. Le ton autoritaire qui pouvait diriger une pièce de 25 personnes a disparu, remplacé par quelque chose de fin et fatigué. On peut parler ? Je veux expliquer. J'accepte de la rencontrer, mais à mes conditions. Pas chez elle, pas dans sa cuisine. Un café à Clearfield, la ville voisine. Public, neutre, suggestion de ma thérapeute. J'apprends que la géographie compte quand on réécrit une relation. Nous nous asseyons l'une en face de l'autre dans un box près de la fenêtre. Elle commande un café noir, je commande la même chose. Pendant un moment, ça semble presque normal. 2 femmes, une table, du café. Sauf que l'une d'elles a volé $180 000 à ses parents décédés et en a blâmé sa fille de 13 ans. Elle commence, quand tes grands-parents sont morts, j'étais submergé. La succession, les papiers, le chagrin. Je lève doucement la main, comme Robert l'a fait le soir de la fête de l'Action de grâce. Maman, je ne suis pas ici pour écouter des explications. Je suis ici pour te dire ce dont j'ai besoin à partir de maintenant. Elle cligne des yeux. Elle n'est pas habituée à ça. Je pose les choses. 1. Tu ne discutes plus jamais de mes finances devant la famille. 2. Si nous sommes en désaccord, nous en parlons en privé. Tu ne recrutes pas de public. 3. C'est moi qui choisis à quels événements familiaux j'assiste. Pas tous, et pas parce que tu me convoques. 4. Tu commences une thérapie ou une vraie thérapie, pas une conversation avec le pasteur Dave autour d'une limonade. Elle écoute. Quand j'ai fini, elle fixe son café longtemps. Et si je ne peux pas faire tout ça? Alors nous restons là où nous en sommes, et je m'en sortirai très bien de toute façon. Elle ne répond pas. Je n'ai pas besoin qu'elle le fasse. Je ne te punis pas, maman. Je me protège. Ce sont 2 choses très différentes. Noël chez Tante Ruth est plus modeste, 12 personnes au lieu de 25. La table est dressée avec des assiettes dépareillées et des serviettes en tissu qui ont vu de meilleurs jours. C'est imparfait. C'est honnête. Et l'honnêteté est quelque chose que je n'ai pas eu en 27 ans. Je m'assois à côté d'oncle Robert. Jenna est en face de nous. Megan arrive avec une casserole de patates douces, le premier plat qu'elle ait jamais préparé pour un rassemblement familial, elle-même sans maman penchée sur son épaule à diriger chaque pincée de sel. C'est un peu trop cuit. Personne ne s'en soucie. Il n'y a pas de cercle de chaises, pas de discours plié, pas de main levée. Robert dit le bénédicité. Sa voix est stable, mais il y a une fêlure à la fin qu'il ne cherche pas à cacher. Pour ceux qui sont ici ce soir, et pour les années que nous rattraperons. Gérald arrive en retard, seul. Il reste un moment dans l'embrasure de la porte, et je vois l'effort que ça lui coûte d'être ici sans Patricia dans une pièce pleine de gens qui connaissent maintenant la vérité sur sa femme. Il marche droit vers moi et me prend dans ses bras. Pas de mots, juste une étreinte qui dure plus longtemps que n'importe quelle étreinte qu'il m'ait donnée à l'âge adulte. Jenna et moi cassons des crackers. Kyle passe les petits pains. David raconte une blague horrible et tout le monde grogne. Robert rit un vrai rire, plein et chaleureux. Et je réalise que je n'ai pas entendu ce son depuis mes 13 ans. Patricia n'est pas là. Personne ne la mentionne. Son absence est à la fois un soulagement et une tristesse, et j'apprends que les 2 sentiments peuvent partager la même chaise. La dinde est trop cuite, Robert brûle les petits pains, le vin est bon marché, et la maison est pleine de courants d'air. Mais quand je regarde autour de la table, chaque personne ici a choisi d'être là. Personne n'a été convoqué. Personne ne jouait un rôle. Et c'est le premier repas de fête honnête que j'ai eu de toute ma vie. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous détestiez ma mère. Patricia Hensley est une femme compliquée. Elle est manipulatrice et contrôlante,
et elle a volé ses propres parents décédés et en a accusé un enfant. Ces choses sont vraies. Mais c'est aussi une femme qui a grandi dans une famille où votre valeur se mesurait en dollars, où l'amour venait avec des conditions, et où le contrôle était la seule monnaie qui achetait la sécurité. Elle a appris le jeu tôt et y a bien joué, jusqu'à ce que le jeu la rattrape. Rien de tout cela n'excuse ce qu'elle a fait. Mais je vous le dis parce que je veux que vous compreniez, les gens qui nous font du mal ne sont pas toujours des monstres. Parfois ce sont juste des personnes brisées qui brisent les autres parce que c'est le seul schéma qu'elles connaissent. Je partage cette histoire parce que je sais que certains d'entre vous sont assis à cette table en ce moment à la place du bout près de la cuisine, à côté des enfants en se faisant dire qu'ils sont un fardeau par les mêmes personnes qui étaient censées les protéger. Et peut-être, comme moi, l'avez-vous entendu si souvent que vous avez commencé à le croire. Alors, laissez-moi le dire clairement, vous n'avez rien à prouver à personne. Vous devez juste arrêter de croire la version de vous qu'une autre personne a écrite. J'ai appris que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. Vous décidez qui passe à travers, et quand, et sous quelles conditions. Et la première fois que vous fermez cette porte sur quelqu'un qui vous fait du mal, même si cette personne est de la famille, la culpabilité vous frappera comme un camion. Je sais. J'ai encore des nuits où je me demande si je suis trop dur. Puis je me souviens de 26 mains, et je sais que je ne suis pas dur. J'apprends simplement enfin à arrêter de mettre le confort des autres au-dessus de ma propre sécurité. Oncle Robert m'a appris quelque chose que je porterai toujours, la vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin du bon moment, des bons papiers, et assez de patience pour attendre. On est en mars maintenant, 4 mois après la fête de l'Action de grâce. Je travaille toujours à l'école primaire de Millfield. Je suis toujours conseillère scolaire, mais j'ai commencé à étudier pour une certification avancée en thérapie familiale. Une partie des frais de scolarité vient du règlement. L'argent de ma grand-mère fait enfin ce qu'elle voulait qu'il fasse. Megan et moi nous retrouvons tous les 2 mercredis pour un café au café sur Elm Street. Nous apprenons à nous connaître en tant qu'adultes sans que ma mère narre qui nous sommes censés être l'une pour l'autre. La semaine dernière, Megan m'a dit qu'elle pensait retourner à l'école elle aussi. Peut-être le travail social, a-t-elle dit. Je veux aider les gens comme tu le fais. J'ai failli pleurer dans mon latte. Robert est de retour, complètement de retour. Il était chez Ruth pour Noël, chez Jenna pour le Nouvel An, et dimanche dernier, il s'est présenté à mon appartement avec une canne à pêche et un thermos de café. 14 ans de sortie à rattraper, a-t-il dit. Gérald va en thérapie tous les jeudis. Il et Patricia partagent toujours une maison, mais il m'a dit que leur relation est en train d'être renégociée, son mot. Le fait qu'il ait un mot pour ça du tout me dit à quel point il a parcouru du chemin. Ma mère n'a pas appelé depuis le café. Je n'attends pas près du téléphone. La porte est ouverte si elle décide un jour de la franchir honnêtement, mais je ne suis plus debout sur le seuil à espérer. Je pensais autrefois que se faire rejeter par sa famille était la pire chose qui puisse vous arriver. Il s'avère que la pire chose est de rester dans une famille où vous devez payer en silence, en honte, en morceaux de vous-même juste pour appartenir. Je ne paie plus. Je m'appelle Diana Ansley. J'ai 27 ans. Et pour la première fois de ma vie, je ne dois à personne une explication sur qui je suis. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Ça signifie plus que vous ne le pensez. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si elle vous a rappelé une limite que vous aviez peur de poser ou une vérité que vous gardiez pour vous depuis trop longtemps, veuillez liker et vous abonner. Pas pour l'algorithme, mais pour la prochaine personne qui a besoin d'entendre ça et qui ne l'a pas encore trouvé. Et si vous vous demandez ce qui s'est passé ensuite, comment ma mère a réagi au règlement, une conversation que j'ai eue avec mon père qui a tout changé entre nous, et la lettre que j'ai reçue de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, cette histoire vous attend. Consultez le lien dans la description.